Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes, et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Lana est une femme cis de 25 ans, qui se définit comme bisexuelle. Pour elle, et depuis toujours, la sexualité est un vaste terrain d'expérimentation. Et depuis 1 an, elle est la compagne et la domina de Damien, que nous avions précédemment interviewé dans Première et Dernière fois. Elle nous reçoit chez elle, à Toulouse. Bonjour Lana. Bonjour Lucille. Je vais commencer par la question rituelle. On se vouvoie ou on se tutoie ? On se tutoie. Alors, est-ce que tu te rappelles de ta première fois ? Oui, je m'en souviens très bien. C'était quand ? C'était quand j'avais 16 ans, j'étais en seconde, juste avant la fin des cours, donc en juin. En fait, ça faisait 1 an que j'avais un gros coup de cœur pour un gars qui était avec moi en cours d'allemand. Et j'avais commencé à lui parler sur Facebook, et donc on se parlait assez régulièrement. Je me souviens le vendredi soir, j'avais des cours de danse, et juste après le cours de danse, je filais devant l'ordinateur et j'attendais la conversation avec lui, on parlait. Par contre, étonnamment, quand on se voyait en vrai, dans les cours d'allemand, on se parlait jamais. On s'ignorait un peu. Et après, j'avais vu qu'il parlait aussi à d'autres filles. Mais bon, mon petit coup de cœur sur lui continuait. Et un jour, on a été à une soirée ensemble, qui était organisée par une amie à moi. Et c'était improbable qu'il soit là parce qu'ils n'étaient pas du tout du même lycée. Et malheureusement, c'était encore l'époque où j'avais pas le droit de rester très tard aux soirées, donc j'ai dû rentrer tôt, alors que tout le monde s'amusait encore. Et lui, il a eu un flash sur une autre fille, et il a commencé une relation avec elle. Et par contre, il continuait à me parler alors qu'il était en couple avec elle. Bon, au début, je le recadrais en lui disant mais tu sais que t'es en couple. Mais je l'aimais bien, et puis je m'étais dit mais moi j'étais là avant elle, j'avais déjà ce coup de cœur pour lui avant elle, donc au final j'ai continué à lui parler. Et donc juste avant la fin des cours, on avait plus que 3 heures de cours par jour, enfin vraiment plus grand chose, et donc je pouvais être seule chez moi, sans mes parents, sans mes sœurs, et je lui avais proposé de venir, et elle était venue, et donc c'est comme ça que j'ai eu ma première fois. Alors, c'était une première fois vraiment maladroite, c'était aussi la première fois que j'embrassais un homme, et bon, on s'est déshabillé naturellement. Je pensais que d'être nue devant quelqu'un, ça allait me bloquer, que j'allais pas y arriver, mais au final ça s'est fait naturellement. Et par contre, j'ai eu beaucoup de mal dans la pénétration, et même ça m'a suivi pendant, au moins 2 ans, où j'ai eu du mal à être pénétrée. À lâcher prise. Oui, voilà. Mais bon, pour autant, on a quand même fait d'autres choses. Il n'y a pas que la pénétration qui définit le sexe. Et donc voilà, c'était ma première fois avec ce gars qui était même pas un mec qu'on peut dire bien, enfin qu'on peut qualifier de bien, parce que je me souviens que après il m'avait envoyé un message en me disant la prochaine fois tu pourrais être mieux épilé, enfin merci mais je m'épile comme je veux. Voilà, c'était ma première fois. Est-ce que tu te souviens avoir pris du plaisir ? Oui, pris du plaisir dans le fait de faire quelque chose d'un petit peu espiègle, un peu interdit, savoir qu'il venait sans que mes parents sachent que j'invitais quelqu'un, savoir que c'était ma première fois, que le sexe c'est quand même à la fois un grand tabou dans notre société, mais à la fois quelque chose de valorisant. Et donc j'ai pris du plaisir là-dedans, et plus qu'un plaisir physique, c'était plutôt un plaisir cérébral. Vous l'avez fait où, du coup, dans ta chambre ? Dans ma chambre, oui. Est-ce que tu t'étais préparée ? Est-ce que t'avais mis une tenue particulière ? Est-ce que... Non, je pense pas. Je pense que j'avais vraiment quelque chose d'assez basique. Peut-être des souvenirs un peu plus sexy, mais à cette époque, j'avais même pas des souvenirs extraordinaires, donc... Assorti, quoi. C'était vraiment oui, ça devait être ça. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as vue nue ? De l'excitation, mais j'ai plus le souvenir de précisément ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et après cette première fois, tu t'es dit que t'allais recommencer, que c'était le début de quelque chose ? Oui, j'avais envie de recommencer, et puis j'avais envie de réussir dans la pénétration. Pour moi, il me manquait quelque chose, là, que t'avais pas été complet à ce moment-là. Tu as essayé pendant 2 ans de réussir la pénétration, comme tu dis. Ça ne marchait pas du tout ?
Ça ne marchait pas, mais surtout j'ai pas essayé pendant 2 ans en faisant ça tous les jours. C'était très très rare les fois en fait. Les autres occasions que j'ai eu d'avoir un rapport sexuel, j'ai eu un copain, ça a duré 1 mois, et pareil, il arrivait pas à me pénétrer, mais on a dû essayer, je sais pas, 3 fois, enfin pas beaucoup de fois. Et en fait, il me mettait un petit peu la pression. En fait, de quelqu'un d'autre, il savait que j'avais déjà pas réussi à être pénétrée, donc il pensait que c'était moi qui avais un problème. Ce genre de vocabulaire qui fait que ça met pas en confiance aussi, donc ça aide pas à lâcher prise. Et avec toi, toute seule, tu essayais, ça marchait? Est-ce que au niveau de la masturbation, est-ce que t'as essayé d'autres manières d'être pénétrée? Non, ça m'a jamais attiré quand je suis seule de me pénétrer. Je sais même plus dire à quel âge j'ai commencé à me masturber, tellement j'ai commencé tôt, et ça a toujours été me caresser au niveau du clitoris. Et la pénétration, non, c'était pas quelque chose qui m'attirait. J'ai dû essayer comme ça pour voir ce que ça faisait, et ça me procurait pas de plaisir, donc j'ai pas poursuivi là-dedans. Cette fois où ça a marché, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. C'était quand? Du coup, donc tu avais 18 ans. Oui. C'était ma première année de fac. Et je m'étais mise à reparler avec quelqu'un qui avait été au collège avec moi. Il habitait pas si loin de chez moi, et il m'avait proposé de venir. Enfin, on avait commencé à se chauffer. Et donc j'étais venue, donc j'avais déjà fait une première fois avec lui, ça avait pas marché. Et puis il y a une deuxième fois où il était seul chez lui, il y avait pas ses parents. J'étais allée chez lui, et là ça a fonctionné. Je sais pas dire ce qui a fait qu'à ce moment-là ça a fonctionné. Je me souviens que ça a été plus douloureux. Anecdote qui peut paraître, qui moi m'a paru amusante, mais pour d'autres ce serait d'un humour douteux. Mais il y avait dans cette rue, il y avait une prostituée, et je me souviens m'être dit: ah, je sais ce que tu ressens maintenant, parce que voilà, moi aussi je viens de vivre, d'être pénétrée, et voilà, je sais ce que ça fait. Et voilà. Alors t'as eu un peu mal, oui. mais tu as quand même aimé ça? J'ai plutôt senti de la douleur. Non, je pense pas avoir eu de plaisir physique. Mais c'est venu cérébral, bien plus tard. Cérébral, oui. T'as continué à la fac à voir des garçons? J'ai eu une période très creuse où non, j'ai pas eu de rapport. C'est venu en dernière année de fac, donc j'avais 22 ans. Et oui, et il y a une fois où j'ai réussi vraiment à lâcher prise. En fait, l'année d'avant, j'avais lu un livre qui s'appelle Pussy, A Reclamation de Regina Thomas Hauser. Et ce livre, en fait, parlait du fait d'être une femme dans notre société. Elle parle beaucoup de son expérience. Elle a connu des viols, mais pour autant, elle reste très très optimiste. Et elle aussi, elle a eu du mal dans ses débuts dans la sexualité. Et donc, elle nous parle dans son livre, elle nous parle de ça. Elle parle de comment qu'est-ce qu'elle a cherché à découvrir dans la sexualité, comment elle a fini par prendre du plaisir dans ses rapports. Et ce livre, ça m'a fait beaucoup de bien, et ça m'a permis de lâcher prise. Et donc quand j'ai eu mon premier rapport qui m'a vraiment donné du plaisir, je pense que c'était grâce à cette lecture qui m'a fait cheminer, qui m'a libérée. Et en fait, pendant le rapport, j'essayais de pas penser à la douleur, mais de me concentrer sur ce qui me faisait du bien. Et voilà, donc au fil du temps, il y a plus de douleur. T'as travaillé sur toi, t'as fait ta propre thérapie en fait. Voilà, c'est ça. À partir du moment où t'es libérée, tu ressens du plaisir, et puis t'es inspirée aussi par la littérature. Oui, je décide d'écrire un livre. En fait, après donc ce premier rapport qui m'a fait du bien, j'ai décidé vraiment d'avoir plusieurs aventures, de découvrir la sexualité avec plusieurs hommes, pas de me reposer sur un qui en plus n'a pas forcément envie de faire un couple avec moi. J'avais envie de découvrir tout ce que je pouvais découvrir sur le plan sexuel, sur le plan même des rencontres, de parler avec d'autres hommes, parce qu'au début c'était beaucoup des hommes dans les débuts de ma sexualité. Même toujours maintenant, c'est principalement des hommes. Et juste d'être intime avec quelqu'un, ça permet aussi d'avoir des conversations plus profondes. En tout cas, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans les rencontres que je fais. Et donc, je trouvais ça tellement bien, cette liberté, ces découvertes, que j'ai eu envie d'en écrire un livre. Et oui, ça s'appelle Lana et les hommes, aux éditions
Sidney Laurent, et tu l'as publié sous le pseudonyme de Ange Chaussas. Exactement. Et tu y racontes tes rencontres avec différents hommes lors de tes études, lors de tes vacances. Il y a plusieurs histoires dont je l'ai lu ce livre et qui m'a vraiment frappée par vraiment cette espèce de confiance en l'humain que tu as, cette volonté de connaître l'autre pour te connaître toi, je pense. C'est extrêmement positif comme lecture, c'est-à-dire que souvent quand on lit sur du sexe, sur des femmes qui écrivent sur du sexe, il y a beaucoup il y a souvent de la violence quand même envers elles-mêmes ou reçue. Et je trouve que là c'est un livre qui est assez alors pas joyeux mais léger dans le bon sens du terme. Ça donne envie. Ça donne envie des choses en fait, ça donne envie de partir à l'inconnu et de rencontrer des gens. On va faire une petite pause, un petit jeu pour apprendre à mieux te connaître. À travers tes expériences sexuelles, c'est basé sur le jeu à boire Je n'ai jamais, mais c'est un j'ai déjà. Donc du coup, je vais dire des affirmations et tu vas me répondre en me disant si tu l'as déjà fait, pas fait, ou si tu en as envie ou si ça t'évoque quelque chose. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Oui, un et une. C'était bien ? C'était bien. Une, c'est très récemment que c'est arrivé et ça m'a beaucoup plu. C'était la première fois que même que je sodomisais une femme et c'était avec un god ceinture ou avec un god ceinture et sur les hommes c'est pareil. Généralement c'est avec un god ceinture. T'as ton propre god ceinture préféré? C'est le seul et l'unique donc obligatoirement le préféré, oui. Tu l'as depuis longtemps ce god ceinture? Non, pas si longtemps, ça doit faire même pas un an. Oui, moins d'un an que je l'ai. Et comment tu l'as choisi? Je suis allée dans un sex shop et c'est celui qui me paraissait... Je pense que j'ai dû me faire aider par une vendeuse. Celui qui me paraissait avoir un meilleur maintien. Et qui a 2 appendices. Un pour la personne qui le porte et l'autre pour celui qui se fait pénétrer. Et est-ce que c'est différent de le faire avec un homme ou avec une femme? Il n'y a pas une énorme différence. Seulement avec un homme, si on veut le pénétrer, ça paraît plus évident de le faire, de le sodomiser. Alors qu'avec une femme, on a 2 options. Enfin, on pourrait aussi évoquer la bouche avec autant les hommes et les femmes, mais ça me paraît moins amusant sur un god ceinture. Et par contre, une femme a un bassin plus large qu'un homme, et en ça, c'est différent, oui. C'est plus facile? Disons que pour maintenir la personne et se maintenir soi-même, oui, c'est plus facile à un bassin plus large. Après, ça dépend aussi du niveau de confiance avec la personne. Quand je pratique la sodomie sur un homme, c'est généralement sur mon compagnon, donc je le connais bien, je sais comment faire, il me guide beaucoup, donc c'est peut-être plus facile avec lui parce qu'il y a cette confiance. Mais ça s'est fait assez facilement, pourtant avec cette femme, assez naturellement, alors que c'était la première fois que je la voyais. Premier rendez-vous. J'ai déjà été sodomisée. Alors, il y a déjà eu des tentatives, mais ça, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. En tout cas, pas pour le moment, que j'ai pas assez travaillé. Tu as envie de travailler pour la suite, ou en fait non, c'est juste pas ton truc et... Pas pour le moment. Ça reste quand même dans un coin de ma tête, mais c'est pas quelque chose que je vais prendre du temps pour faire ça. Pas pour le moment. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe. Oui. J'ai déjà pensé à ce genre d'enthousiasme. Oui, j'ai déjà pensé à des choses très très futiles ou pas du tout érotiques pendant un acte sexuel. Pourquoi? Pourquoi? C'est une bonne question. Non mais c'était par ennui ou au contraire pour retarder le plaisir ou je sais pas. Ça pouvait être quelque chose qui me trottait dans la tête et j'étais peut-être pas à fond dans le rapport, donc je suis partie ailleurs sur voilà. Les courses. Oui. Ou les cours ou n'importe quoi d'autre. Oui. Penser à faire sa déclaration d'impôt. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre. Oui, ça a dû m'arriver. Oui. Alors, quand tu penses à quelqu'un d'autre, est-ce que tu penses à quelqu'un que tu connais ou à une célébrité ou est-ce que c'est quelque chose pour t'exciter ou est-ce que c'est comme une pensée parasite comme les courses? Les deux. Ça peut être une personne à laquelle je tiens ou que j'aimerais que ce soit avec cette personne que j'ai un rapport. Ça m'est déjà arrivé. Et après, ça peut être une personne que je connais pas, que j'invente complètement juste pour m'exciter. Par exemple, je suis très excitée par les corps des femmes et ça peut m'arriver pendant un acte sexuel avec un homme d'imaginer un corps de femme et d'imaginer toute une situation et surtout quand j'essaie de me faire jouir, c'est
une image mentale qui revient souvent. C'est une femme que tu as inventée ou c'est plusieurs femmes? Plusieurs femmes, oui. Elle change à chaque fois. C'est bien, ça fait plein de choses à penser et tout, c'est toujours différent. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Oui. Alors où? Dans une bibliothèque sur mon lieu de travail. Je faisais un stage et il y avait une bibliothèque avec toute la documentation utile pour faire ce stage. Et donc une bibliothèque pas très sexy potentiellement. Non, pas du tout sexy et sans recoin en fait. Les cloisons c'était des étagères avec des livres dedans, donc on voyait ce que l'autre personne faisait. Et j'étais très excitée à ce moment-là. Et puis c'était à une époque où j'avais un amant qui était loin et donc on pouvait pas avoir de rapport ensemble, mais je pensais souvent à lui, j'étais souvent excitée par lui. Et donc voilà, je l'ai fait à ce moment-là parce que je pensais à lui et que j'avais envie de me caresser. Et puis juste pour ce côté aussi coquin qui est complètement absurde, genre je devrais pas faire ça là si je voulais respecter les normes sociales ou enfin voilà. Tu t'es pas fait attraper? Non, heureusement, parce que je sais pas ce qui se serait passé. T'aurais vite fini ton stage. Oui. On va maintenant parler de Damien et de votre relation qui a commencé il y a 1 an, l'été dernier. Est-ce que tu peux me raconter votre rencontre? Alors on a une rencontre assez originale. Je fréquentais un homme qui avait d'autres relations par ailleurs et moi aussi j'avais d'autres relations. Et il proposait de m'aider professionnellement en me faisant rencontrer quelqu'un qui était censé travailler dans le milieu dans lequel je voulais travailler, donc avoir des contacts. Il était plus vraiment sur un poste similaire à celui que je cherchais et puis ses contacts n'étaient pas à Toulouse, ils étaient à Paris, donc ça aurait été, si ça avait marché, ça aurait été pour un poste loin. Et j'ai vite vu, quand je l'ai vu arriver, que j'ai vu son regard que lui il était séduit en tout cas et que ça allait vite dériver sur autre chose. Après il a été assez honnête et il m'a raconté que donc cette personne qui nous avait présenté avait joué aussi un rôle d'entremetteur et voilà. Donc toi tu viens pour des contacts professionnels? Oui. Donc en mode sérieux et tout. J'imagine que t'avais choisi une tenue pour l'occasion ou que t'étais venu avec un petit dossier et tout. Oui, un pantalon qui faisait assez classe. Donc rencontre professionnelle. Et tu rencontres Damien et tu apprends très vite que en fait c'est une rencontre arrangée plus ou moins. Comment tu réagis? Je suis pas spécialement surprise. Et je réagis plutôt bien. En fait, donc on se rencontre, on va s'asseoir à la terrasse d'un café, il me fait passer un faux entretien professionnel pour me préparer à un réel entretien que j'allais avoir. Et assez rapidement dans la conversation, il me dit qu'il prend du plaisir à être là avec une belle femme, à la terrasse d'un café, une journée ensoleillée. Et donc déjà là, c'était des indices que je lui plaisais. Il a beaucoup cherché à comprendre qui j'étais. En tout cas, il me renvoyait des éléments de moi qui sonnaient vrais et je me sentais comprise et ça m'a beaucoup plu. Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais conquise aussi. Donc très vite, oui, tu décides de revoir cette personne? Oui. Il m'a proposé de se revoir la semaine suivante. Et oui, je lui ai dit oui, pour moi ça me paraissait évident de le revoir, j'ai pas vraiment hésité. Et voilà, et au premier rendez-vous, on est parti dans un club libertin. Transition logique d'un rendez-vous professionnel. Ça arrive à tout le monde. Alors votre premier rendez-vous officiel passe par un club libertin. T'avais déjà été dans ce genre d'endroit? Alors oui, pour la petite anecdote, on nous donne le casier numéro 50. Et en arrivant, je montre directement le casier numéro 50 parce que plus tôt dans la journée, j'avais été dans ce même club libertin et j'avais eu ce même casier. Il t'avait reconnu à l'entrée, tu crois? C'est possible. Donc tu connaissais déjà l'endroit, t'étais pas stressée? Non, je n'étais pas stressée, non. Dans le club libertin, tu découvres une autre facette de Damien. Du coup, une facette un peu moins habillée, mais aussi peut-être une autre facette de sa personnalité en général. À ce moment-là, votre relation se définit comment? Vous y allez dans un climat de séduction? Vous y allez pour apprendre à mieux vous connaître? Ou toi tu es en observation de lui? Comment ça se passe pour toi? Je dirais plutôt pour mieux se connaître. En fait, étonnamment, c'est un lieu propice aux rencontres.
Et nous, c'était plutôt un lieu d'intimité où on se centrait sur tous les deux. On était vraiment l'un sur l'autre et ce calme, oui, plutôt quand même calme malgré quelques gémissements qu'il peut y avoir dans ce genre d'endroit. C'est un lieu qui reste calme et qui donc nous invitait à être plus intimes, à être plus tournés l'un vers l'autre et plus câlins et à se découvrir. Et je pense que au début de notre relation, c'est là qu'on a eu les discussions les plus intimes. C'était dans cet endroit-là. Vous faites l'amour ce soir-là ? Oui, on fait l'amour. De manière classique ? Oui, de manière classique. Et enfin, je découvre que lui, il a une zone très érogène au niveau du nombril. Ce qui était la première fois pour moi qu'un homme avait le nombril érogène et ça m'a vraiment beaucoup plu. Je sais pas, c'est une zone qui m'a beaucoup amusée à titiller, surtout de voir sa réaction quand je titillais cette zone. Et sinon, à part cette découverte qui pour moi qui n'était pas banale, notre relation sexuelle restait assez classique. Quand vous sortez de ce club, vous décidez de vous revoir ? Oui, assez rapidement, on s'est revus. Je pense qu'on s'est revus au moins la semaine suivante, si ce n'est avant, et on s'est vus régulièrement à partir de ce moment-là. Quand est-ce que le BDSM, donc toute l'histoire de soumission, domination, rentre en ligne de compte dans votre histoire ? Ça devait faire 1 mois ou peut-être 2 qu'on se connaissait. Et il m'a parlé de son envie de porter une cage de chasteté. À cette époque, il avait aussi une autre amante et il lui avait aussi parlé à cette amante de cette envie de cage de chasteté. Et il avait eu quelques échecs avec et on avait réessayé ensemble, on l'a pas tenu très longtemps puis surtout on a mis du temps à trouver la cage qui lui correspondait. Et donc on a vraiment tenté la cage de chasteté au mois de janvier, c'est là où on a eu notre première petite victoire avec, où il a réussi à la tenir 1 semaine. Voilà, donc c'est avec cette envie de cage de chasteté qu'est venue la relation de domination-soumission dans notre couple, mais qui s'est aussi exprimée d'autres façons. On n'est pas juste resté sur la cage de chasteté. On a aussi il aime beaucoup Damien être contraint et être dans ce qu'il appelle l'offrande, c'est-à-dire juste m'offrir son corps nu et être attaché et que j'ai la possibilité de faire ce que je veux avec, enfin dans certaines limites bien sûr, parce qu'il n'aime pas spécialement la douleur, mais juste d'être complètement à découvert et de pas avoir la possibilité de prendre les devants ou de faire ce qu'il veut, que je sois la seule à lui procurer du plaisir, qu'il puisse pas s'en procurer lui-même. C'est quelque chose qui lui plaît beaucoup et qui me plaît aussi beaucoup d'être complètement libre de toucher telle ou telle partie de son corps, de lui procurer du plaisir de telle manière ou de le faire languir en n'allant pas directement sur le pénis ou sur quelque chose de plus évident. Voilà. C'est quelque chose que tu avais déjà expérimenté avant ou c'était tout nouveau pour toi ? C'était pas tout nouveau. J'avais déjà expérimenté de sodomiser un homme avant de connaître Damien. Et j'avais déjà eu une autre relation de domination-soumission avec un homme de passage. Mais avec Damien, tu t'épanouis dans une relation qui est aussi une relation de couple. Oui. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez complet. Voilà, c'est pas centré sur la domination-soumission, c'est quelque chose qui agrémente nos jeux sexuels, mais ce n'est pas notre mode de vie en permanence. Vous vous mettez en couple et vous avez une relation qui une sorte de relation libre, on peut dire ça comme ça ? Oui, tout à fait. Avec une part de libertinage aussi. Oui. Est-ce que t'avais déjà vécu ce genre de relation ? C'était la première fois Damien, c'est le premier homme avec lequel je me mets en couple. Donc j'ai jamais eu d'expérience de couple libre. Par contre, c'est quelque chose que je recherchais. Et j'ai déjà eu des expériences de libertinage avec des amants. Donc ça faisait quelque temps que j'étais dans une dynamique où j'avais plusieurs hommes dans ma vie et pour moi ça me paraissait une évidence de continuer sur un couple libre, d'autant plus que lui aussi avait des amantes, donc Ça change quelque chose pour toi d'être en couple, d'être amoureuse avec la personne avec qui tu expérimentes tout ça ? Oui, ça change sur l'aspect confiance. On sent plus fort quand on est à deux. Surtout que c'est lui qui amène beaucoup d'idées, d'expérimentation, et c'est bien aussi de déléguer, de se laisser un peu porter là-dedans et
voilà, de le laisser m'amener dans les découvertes qu'il a envie de faire et qui me plaisent toujours. Il n'y a pas eu pour le moment de proposition de faire quelque chose pour lequel j'avais pas du tout envie. Donc le plus, c'est une forme d'émulation aussi. Voilà, oui. De créativité décuplée. Est-ce que tu dirais que t'es épanouie aujourd'hui dans cette relation, dans ta vie sexuelle, dans ta vie de femme? Oui, je dirais que je suis épanouie. Bien sûr, un couple, c'est jamais parfait. On a des hauts et des bas. Il y a des moments où je me sens vraiment pas bien dans notre couple libre, ou par exemple quand il va être en recherche de nouvelles amantes et qu'il va être dans la phase de séduction de ses amantes. Pour lui, c'est un projet très stimulant, donc il va être à fond là-dedans et il peut passer la soirée devant son ordinateur ou devant son téléphone à parler pendant des heures et dans ce moment-là, je me sens délaissée. Ça, c'est plus dur à vivre. Et surtout, ce qui peut vraiment me blesser, c'est quand il va faire quelque chose, va séduire ses amantes d'une façon qui, moi, me plairait qu'il agisse avec moi. Par exemple, récemment, il a rencontré une femme sur un réseau social et ils sont partis dans de grands élans d'écriture, de poèmes, de développer leurs fantasmes et de le dire de façon un peu poétique. Et moi, j'aime bien écrire parce que j'ai écrit un livre, et de savoir que il fait ça avec elle, mais que pour moi, il n'a pas cette stimulation, c'était dur à vivre. Surtout que ça s'est arrivé juste après le déconfinement, donc on avait passé 2 mois vraiment tout le temps ensemble. Et repartir dans quelque chose dans un couple libre de façon aussi brutale, parce que pour moi c'était brutal qu'il y aille de façon si forte, ça a été dur. Donc il y a par moments des hauts et des bas quand il va très très fort dans un projet de séduction envers une nouvelle amante. Et toi, de ton côté, tu expérimentes le même genre de dynamique ou pas du tout? Je sais pas, les mêmes élans de passion qu'il a envers un homme ou envers une femme, non. J'aime bien discuter, mais et dans le but de rencontrer quelqu'un, mais pas commencer à lui écrire des poèmes alors que je ne le connais pas. C'est voilà. Tes poèmes, tu les partages avec Damien. Et comment on gère ces conflits, ces souffrances, ces petites blessures quand on est dans ce genre de couple? Vous en avez parlé? Vous en parlez? Oui. Alors déjà, si quelqu'un a une solution miracle, je suis preneuse. Je ne l'ai pas encore trouvée. Mais la communication, ça marche. Voilà, c'est ça, c'est la communication qui fait que ça apaise en fait cette douleur qu'on peut avoir, cette blessure. Bien sûr, c'est pas immédiat l'effet de la communication, mais on prend du recul en communiquant et ça aide à faire passer la douleur. Et puis au final, on se rend compte que la personne sera toujours là, enfin toujours, on sait pas, mais reste là pour nous, et que des fois les passions qu'il a sont éphémères et que voilà, que toi spécifiquement tu as une place importante, forte. Oui. La relation, comme on dit en polyamour, la relation primaire. On va faire une deuxième petite pause, la suite de notre jeu précédent, donc les mêmes règles, pour apprendre à mieux te connaître à travers tes expériences ou pas de vie sexuelle. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour. Oui, donc quand j'étais en stage, j'avais un amant qui était lui toujours à Toulouse, et moi ce stage c'était loin de Toulouse. Et il est très dans le visuel, comme beaucoup d'hommes, mais il m'a demandé de faire des films. La toute première fois qu'il m'a demandé de faire ça m'a paru étrange, et je me sentais maladroite de me filmer moi-même en train de me caresser. Mais vite, j'y ai pris goût. C'est toujours ce côté un peu espiègle de faire quelque chose on s'y attend pas, ou on pourrait pas le raconter à n'importe qui, ce genre d'expérience qui me plaît et qui me donne envie de recommencer. Donc voilà, c'est grâce à cet amant que j'ai fait ça pour la première fois. Et puis on a aussi fait des films à deux. Après, c'est pas quelque chose que je fais
régulièrement, mais T'as pas une DVD tech non, de tes propres non. films porno? En vrai, c'est très très dur de se filmer, de filmer en train de faire l'amour, de filmer des gens en train de faire l'amour. Enfin, c'est un vrai métier. Et souvent, les cadres sont horribles, la lumière est dégueu, enfin, rien ne va. Et puis, il y a pas l'émotion qu'on a quand on le vit et on l'a pu après quand on voit l'image. Enfin, c'est toujours très compliqué, ces petits films. Mais il y a des gens qui développent un vrai talent pour ça, parce qu'ils en sont passionnés. Et c'est une belle chose, moi, je trouve. Ça fait des souvenirs. J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement. Oui. Donc toujours ce même amant. Oui. Le fameux amant visuel. Là, du coup, j'imagine, c'est pareil, ça venait de toi ou ça venait de lui? Il t'avait demandé? C'est lui qui m'a demandé. J'aurais pas eu cette idée spontanément et même oser faire ça sans savoir si c'est quelque chose qui plaît à la personne. Parce que moi, personnellement, de voir un sexe masculin ou même féminin comme ça tout seul, c'est pas quelque chose qui m'excite, donc j'aurais pas eu l'idée de me dire je vais envoyer ça parce que ça va l'exciter. Mais quand c'est demandé, alors on sait que ça va exciter, donc oui. Comment tu as fait? Alors, évidemment, t'as pris ton téléphone. Oui. mais en fait, surtout, est-ce que t'as pris un angle particulier? Est-ce que t'as regardé sur Internet comment les gens faisaient? Est-ce que t'as fait des tests? Oui, alors j'ai pris des photos et j'ai essayé de voir ce qui rendait bien, plus ou moins. Par contre, j'ai pas cherché sur Internet. J'ai pris un angle, je pense, très très basique en fait. Tu t'es allongé, t'as pris ton téléphone. C'est ça. Mais en fait, je pense que quand on reçoit ce genre de demande pour la première fois, on se retrouve un peu comme une poule devant un couteau. Enfin, c'est-à-dire effectivement, la lumière, l'angle, et puis c'est vrai que moi, je partage ton sentiment. Je trouve que en soi, c'est pas extrêmement excitant. C'est excitant de l'offrir quand quelqu'un le demande, mais c'est pas très excitant comme photo. Donc c'est très dur d'en être satisfait, de se dire j'envoie cette photo-là parce qu'elle est vraiment très bien. Donc je pense qu'il y a plein de questionnements. Il a bien réagi? Oui, toujours. Beaucoup d'enthousiasme. Oui. C'est bien. Heureusement, parce que sinon ça m'aurait freiné et j'aurais pas eu envie de continuer. Bien sûr. Après, c'est pas parce qu'il demande plein de trucs que du coup il est content à chaque fois. Si en plus il était content, tant mieux. J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour. Oui. Il y a environ 1 an, j'étais sur Tinder et j'ai vu passer une annonce d'un photographe qui cherchait des modèles pour faire des photos dénudées. Et donc ça me plaisait, cette idée de poser nu et de faire ce genre de photos. Donc j'ai rencontré ce photographe. Lui, il était très rassurant. On va d'abord dans un café pour discuter, alors que moi, je pense que j'aurais pu aller directement dans son atelier, franchement, sans aucun problème. Mais bon, il m'a proposé d'aller dans un café, donc je l'ai suivi. Enfin, je l'ai rencontré dans ce café. Donc on discute, il me met en confiance, il essaie de savoir quel rapport j'ai à mon corps, il m'explique son art, ce qu'il recherche à faire avec les photos, les idées de pose qu'il aurait déjà. Après, il a été très franc. Il m'a dit aussi que les modèles qu'il photographiait, il devait avoir une attirance pour ces modèles et que ça pouvait dévier sur une relation sexuelle, ce qui me déplaisait pas en soi. Et il m'a proposé de faire un essai en dehors de Toulouse, dans une maison de retraite abandonnée. Et oui, j'ai pas peur. je suis... Après le café, pourquoi pas. Suivons des photographes dans des endroits abandonnés. Je reconnais que, avec le recul, je me dis, mais comment j'arrive dans des situations pareilles? Mais c'était plutôt excitant et il m'inspirait de la confiance. Donc, surtout qu'il a été franc, il m'a dit où on allait, enfin, ce qu'on allait faire, et il a pas essayé de cacher qu'il avait une attirance. Donc, je savais dans quoi je mettais les pieds. Donc, ça m'a pas fait peur. Donc on allait dans cette maison de retraite où on voyait que c'était clairement un ancien squat, il y avait des matelas par terre, le sol était noir, les fenêtres étaient brisées, on est monté à l'étage et il y aurait pu y avoir des gens parce que c'était immense et on n'a pas inspecté toutes les pièces. Mais aussi c'était quelque chose d'excitant de se dire peut-être que quelqu'un va arriver et nous surprendre en train de faire ses photos. Et donc voilà, donc ça c'était un des endroits vraiment pas prévus pour, je pense. Donc vous avez fait les photos et vous avez fait l'amour après. C'était bien. Oui, c'était très excitant. En plus, comme les fenêtres étaient brisées, je sentais la brise sur mon corps dénudé. J'entendais les oiseaux chanter parce que c'était dans la nature et il y avait des éléments de l'environnement qui ajoutaient à ce côté excitant et plaisant.
Du sexe à l'extérieur, mais à l'intérieur. Voilà. C'est génial. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Oui, ça, c'est déjà arrivé même ne serait-ce que dans les attaches, les cordes, de pas les serrer assez, que donc la personne se sent pas contrainte, et l'impression qu'elle peut enlever son bras, et donc ça casse le côté soumission pour cette personne. Ça peut être même donc avec un god ceinture, ou même des plugs, de pénétrer mal la personne, de lui faire mal, ou de mettre du temps avant de l'installer sur soi, et du coup la personne sort un peu de son excitation, et voilà, ce genre de petits tracas. Fameux matériel un peu chiant, en fait. Oui. C'est plus le matériel qui est chiant, et puis qui nécessite parfois une expérience, quoi. Oui. Qu'il faut maîtriser, en fait, de la pratique. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom. Non, je ne crois pas. Ah si. J'ai un amant avec lequel j'ai une bonne confiance, et il habite loin. Et quand je vais le voir, il a souvent de bonnes idées de jeux ou de rencontres. Enfin, il prévoit vraiment quelque chose. C'est pas juste je viens, on fait l'amour tous les deux et puis c'est tout. Il a des idées, et donc il m'a proposé une sortie. Il m'a dit je t'emmène quelque part, mais je te dis rien. Il m'a bandé les yeux et il m'a emmené en fait chez un homme. Et donc cet homme je le connais pas, je connais pas son prénom. Et voilà, donc j'ai fait l'amour avec cet homme, et bon, il sait que c'est quelque chose qui me plaît, il a pas fait, et puis il me demande, je pense que quand je suis arrivée, il a dû me demander si j'étais partante. Et voilà, c'était excitant, en fait, de savoir qu'il était juste à côté, qu'il est là et qu'il surveille, donc, je sais que cette personne que je connais pas ne va pas me faire de mal. Et puis même de pas savoir avec qui on fait l'amour, ça avait quelque chose d'excitant. Tu lui as pas demandé son prénom après, c'est inconnu? Non. Je pense pas, j'en ai pas le souvenir en tout cas. Tu sais à quoi il ressemble? T'as eu les yeux débandés? Non, à aucun moment. Il reste un mystère complet. C'est encore plus fantasme. Oui. C'était quand ta dernière fois? C'était il y a quelques heures. Avec mon compagnon. Donc, dans la cave qu'on possède. On possède une cave voûtée en briques. Très très belle, très impressionnante, et on a donc de base cette cave servait plutôt au stockage de vin, mais en la voyant on a eu un réel coup de cœur, on s'est direct imaginé que ce serait une très bonne garçonnière au lieu de rencontres libertines, ou même de jeux domination-soumission. Ça pourrait faire un bon donjon, même si pour l'instant on n'a pas encore eu le temps de développer tout le matériel, toutes les installations qui correspondent à un donjon. C'était bien cette dernière fois? Oui, c'était très bien. Alors pour une fois, on a voulu changer, inverser les rôles. C'est mon compagnon qui a pris le rôle de dominant et moi qui me suis laissée guider. Bon, c'est difficile pour moi de me laisser complètement discipliner, surtout par lui, je pense. Que j'aurais plus de... Je sais pas. Un inconnu aurait plus de mystère et donc pourrait mieux s'imposer sur moi. Une facilité avec quelqu'un de neutre en fait. Voilà, c'est ça. Et surtout que lui, après l'avoir beaucoup soumis, inverser les rôles, ça fait bizarre. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé le lâcher prise et que ce soit lui qui s'occupe de mon corps. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette séance aussi la contrainte. Comme lui, en fait, je pense qu'on a des envies dans la domination et soumission, enfin ce qui nous fait, ce qui nous procure du désir, c'est un peu les mêmes choses. C'est cet aspect de nudité et que l'autre s'occupe de notre corps, et l'aspect aussi de pas pouvoir bouger, de pas pouvoir faire ce qu'on veut. Pour moi, c'était très frustrant de le voir face à moi et de pas pouvoir, par exemple, caresser le torse. J'avais envie de lui faire des bisous sur ses tétons et je pouvais pas, mais c'était aussi plaisant le fait de pas pouvoir faire ce qu'on veut. Donc voilà, c'était ma première fois avec lui en étant soumise. Enfin, on a eu déjà quelques essais, mais moins bien. Disons que c'était la première fois dans cette cave soumise avec lui et qui a vraiment été plaisante. Sacrée dernière fois. Est-ce que tu as pris du plaisir? Oui. Beaucoup d'enthousiasme dans la réponse. Je voudrais qu'on parle un petit peu de cette cave parce que je pense que les gens vont se dire mais quoi, une cave, un truc qui sent le renfermer, l'humidité, un truc où effectivement on stocke des choses en dessous d'une maison. Alors on en a parlé tout à l'heure, tu m'as montré une photo, c'est une cave assez magnifique avec effectivement une voûte en briques splendide. Vous avez installé du parquet. Oui. Alors on a posé ça pendant le confinement puisque
On n'avait pas grand-chose d'autre à faire. Enfin, si on travaillait tous les deux, mais c'était aussi l'occasion de le faire puisqu'on ne pouvait pas faire d'autres sorties. Alors, les premières fois où j'ai dû sortir pour faire ça en mettant n'importe quoi sur la station parce que il y avait pas la case je refais ma cave, ça m'a un peu stressée, mais en fait au final on s'est jamais fait contrôler. Donc voilà, donc on a profité du confinement pour poser le parquet, ce qui a été assez laborieux. Vraiment, ça a pris beaucoup de temps. C'est pas facile à poser quand on sait pas comment faire parce que c'était de la terre battue. Donc avec plein de creux, plein de trous, donc on a d'abord dû mettre des lambourdes, puis poser des plaques d'OSB avant de pouvoir poser le parquet dessus. Et ensuite, cette cave, elle a une grande grille qui permet l'aération, ce qui fait que ça sent pas le renfermé ni le moisi, qu'elle est pas non plus humide. On se sent bien dedans. Et donc cette plaque donne sur la cour intérieure de l'immeuble, et quand quelqu'un est dans la cour, on l'entend très bien comme s'il était avec nous dans la cave, et donc on imagine que si nous on est dans la cave à parler ou à gémir, on nous entend très bien de la cour. Donc on voulait trouver un système pour pouvoir isoler phoniquement cette grille. On savait pas vraiment comment faire, et puis Damien sur Wild avait trouvé donc le réseau social des rencontres entre adultes consentants. Voilà. Avait rencontré un soumis qui venait de base de la part de ses maîtres pour chercher une soumise pour ses maîtres. Alors Damien lui a demandé de parler directement avec ses maîtres plutôt que de parler avec lui. Bon, au final, comme moi je suis pas soumise, il lui a dit que ça serait pas possible, mais il a continué une discussion à la fois avec les maîtres, à la fois avec le soumis. Et ses maîtres sont venus, une fois le confinement fini, sont venus dans la cave. Ils l'ont visité, ça leur a beaucoup plu, ça les a beaucoup inspirés. Et donc, ils ont proposé de nous prêter leur soumis pour l'isoler phoniquement. Et c'est comme ça qu'on a une cave qui, gratuitement, est isolée phoniquement. Il est sympathique, ce soumis ? Oui. Il a vraiment... c'est vraiment un homme, on sent gentil et bon et facile à vivre et même, je pense, hors des jeux BDSM, enfin, qu'on n'a pas encore fait avec lui, mais... On prend vraiment un réel plaisir à être en sa compagnie et on sent que c'est vraiment une personne bien. Mais il y aura des jeux BDSM par la suite ? Oui, il faut bien le récompenser de son travail. Alors j'ai une petite question. Ce soumis, quand il est venu vous aider à refaire la cave, est-ce que ça faisait partie d'un jeu sexuel dans le cadre de la relation avec ses maîtres, d'un prêt par exemple, d'un jeu comme ça, ou est-ce que en fait non, c'est par amitié, par sympathie qui s'est proposé de venir vous aider? C'est plutôt quand même dans le cadre d'un jeu. Donc leurs maîtres nous l'ont prêté sans eux rien attendre forcément de nous, à part éventuellement revenir dans la cave. Mais pour lui, c'était quand même déjà un jeu, puisqu'il m'appelait maîtresse Lana et qu'il appelait mon compagnon maître Damien. Donc on était déjà dans l'univers du jeu. Et il a fait ses travaux dans une tenue particulière ou dans une tenue de travaux? On n'était pas là pendant ses travaux. Par contre, on lui avait fixé une date limite à laquelle il devait avoir fini ses travaux. Et la récompense sera, parce qu'il n'a pas encore eu sa récompense, sera de me donner un cuni, et donc d'avoir une réelle séance avec lui de domination et de soumission. Avec vous deux, du coup, avec oui. Damien et toi? Oui. C'est déjà planifié? Non, pas encore, mais il faut qu'on le fasse. À rajouter dans le calendrier. C'est quoi la suite maintenant? Il y a cette cave qui est encore en cours de décoration, aménagement. C'est quoi tes envies maintenant? Maintenant que t'es en couple stable, un couple qui fonctionne, malgré les hauts et les bas et les discussions et les évolutions, que tu es épanoui sexuellement, c'est quoi la suite? Pour toi, pour vous? Alors la suite serait plutôt pour nous, parce que pour moi personnellement j'ai pas de nouvelles envies, mais mon compagnon a maintenant envie de sortir de son rôle de soumis et d'être plutôt dominant. Et pour ça il cherche de nouvelles amantes, de nouvelles soumises. Et la suite ce serait donc de partager à deux ces soumises, de les dominer à deux, d'avoir une relation. Donc une relation à trois, nous deux, en tant que dominants et cette soumise.
Et c'est d'ailleurs ce qu'on a eu cette semaine avec une soumise qu'il avait déjà rencontrée. C'était bien? Oui, c'était un peu impressionnant et intimidant au début d'arriver alors que je la connais pas du tout, et de savoir que lui, il a déjà une relation avec cette femme. Donc ils ont déjà créé une relation de confiance, et puis ils se parlent assez régulièrement. Moi, je lui ai quasiment jamais parlé. Je lui ai envoyé quelques messages pour me présenter, mais elle est pas très bavarde, donc on n'a pas vraiment eu d'échange toutes les deux. Puis on sent qu'elle est un peu sur la réserve envers les femmes. Et donc, en arrivant, c'est étrange pour moi de dominer pour la première fois une femme que je connais pas, enfin même que ce soit une femme ou un homme, une personne avec laquelle j'ai pas échangé et dont je ne connais pas vraiment les limites, ou même l'imaginaire sexuel. Parce que c'est des choses qui se préparent en amont, on vérifie le consentement des gens sur toutes les pratiques. Ça fait partie du rôle du dominateur de surveiller tout ça. Exactement. C'est pour ça qu'il y avait quand même mon compagnon Damien qui, lui, connaissait ses limites. Et donc, on avait préparé quand même le scénario avec mon compagnon. Et il paraissait naturel que ce soit lui qui ait le rôle d'un peu de gardien de sécurité, la personne qui va dire stop, là c'est pas quelque chose qui va lui plaire, ou voilà. Et moi, j'avais un rôle plus d'autorité, où je disais à mon compagnon de faire sur elle, ou de lui faire faire telle ou telle chose. Et donc voilà, donc effectivement elle m'a trouvé un peu plus autoritaire que mon compagnon, mais en même temps c'était le rôle qu'on s'était donné. Et donc au début j'ai eu peur de mal poser ma voix, de pas de trembler un peu, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau. On a beau avoir fait de la domination dans notre couple, sur une personne extérieure, il y a toujours toujours je sais pas, mais en tout cas pour moi il y avait à ce moment-là un petit peu de stress. Puis après, bon, au fur et à mesure, je me suis posée. Puis même, apparemment, dès le début, mon compagnon m'a fait le retour que ma voix était bien, que mon ton était bon, Et donc, on avait prévu des choses que je me suis pas sentie de faire. Par exemple, on s'était dit qu'elle pourrait servir à me donner du plaisir, à me donner un cuni, et en fait, comme je la connaissais pas et que je connaissais pas vraiment son désir, j'ai beau savoir qu'elle est bisexuelle, mais je sais pas dire si c'est vraiment quelque chose qui lui aurait plu, ne me connaissant pas, de me donner un cuni. Donc je me suis pas sentie de lui demander ça. Ce qui a un peu rendu perplexe mon compagnon qui s'attendait à ce que ça arrive à un moment. Je suis restée un peu plus en retrait, mais par exemple, j'aime beaucoup le corps des femmes, et j'aurais eu envie d'être encore plus douce envers elle, de lui faire bon, ce qui peut être contradictoire avec cette idée de domination, mais de caresser son corps, de l'embrasser, et je me suis retenue là-dedans. Et voilà. Mais sinon, c'est vraiment une très bonne expérience, et puis une première base pour un jeu futur, si elle est d'accord pour poursuivre, ce qui est pas encore confirmé. On sait pas encore où elle en est. Elle a besoin de réfléchir pour savoir si elle poursuit à trois cette relation. Ça fait quoi de voir son compagnon habituellement soumis, qu'on connaît dans une position de soumis, dominer quelqu'un? Alors comme je le connais pas uniquement dans une position de soumis, je le connais aussi dans une position égalitaire, quand on fait des rencontres libertines où il est pas du tout soumis, il est sur le même niveau que les autres participants. Ça fait, de le voir dominant m'a pas choqué. M'a pas choqué. Ça, c'est une posture qui lui allait plutôt bien, surtout qu'il avait le rôle, donc comme je disais, de gardien, donc un rôle protecteur, un rôle plutôt doux. Donc c'était pas quelque chose de brutal, où il était complètement différent de ce qu'il est d'habitude. Et par contre, ce qui m'a fait bizarre, c'est d'arriver et de le voir directement câlin envers cette femme que moi je connaissais pas du tout, et de voir qu'ils avaient déjà une relation. Et ça, c'est la chose qui m'a un peu perturbée sur le début. Surtout que je suis arrivée et que j'étais fâchée contre lui, on était un peu en froid à ce moment-là, donc de le voir embrasser une autre femme. Grosse ambiance. Oui. Ça commence bien. Est-ce que tu penses que t'es une meilleure dominatrice que lui n'est dominateur? Ça peut évoluer, en plus, on peut s'améliorer et tout, mais qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que oui, mais après je suis pas objective, forcément. En fait, je trouve sa domination beaucoup plus centrée sur lui et son plaisir, à part la dernière fois que je vous racontais, donc ma dernière fois à moi, où je l'ai trouvé
centré sur mon plaisir. Mais sinon, les expériences qu'on avait eues avant et qui justement m'avaient pas plu, c'était des expériences où il m'avait attaché, il m'avait fouetté, mais fouetté trop, enfin, de façon que je supporte, mais c'était pas, ça procurait aucun plaisir, ça me faisait pas une douleur que je ne supportais pas, mais ça me faisait pas de plaisir. Et puis très centré sur après je vais te pénétrer après t'avoir fouetté, et c'était pas du tout dans mon imaginaire de soumission, c'est voilà. Donc bon, ça me plaît pas, et j'ai du mal à comprendre ce qu'on pourrait, enfin ce qui peut plaire aux soumises s'il est comme ça avec elle. Tu te mets pas à la place de la soumise dans ces cas-là. Oui. Après, je sais que quand il est dans un jeu de séduction, il va essayer de comprendre la personne, il va amener une partie de cérébralité, il va développer un imaginaire, donc il va développer cet imaginaire avec la soumise. Donc ce sera pas juste je vais te fouetter et puis te pénétrer. C'est forcément différent de ce qu'il avait fait avec moi, où il avait pas pris le temps de développer un imaginaire. Donc imaginaire plus la pratique qu'il a, je peux comprendre que ça marche. Mais juste l'aspect physique un peu brutal comme ça, non. Je vois pas quel attrait enfin voilà. Après chacun est différent. Pour finir, Damien, dans son interview qu'on avait fait précédemment pour ce même podcast, disait que pour lui, pour avoir une sexualité épanouie, il avait besoin de 1/3 de libertinage, 1/3 de BDSM et 1/3 de vanille. Est-ce que toi, tu es d'accord avec cette affirmation ? Tout à fait. Je me verrais pas du tout être 100% BDSM. C'est pas quelque chose qui m'attire en fait. J'aime bien cette pratique, j'aime vraiment, mais pas en permanence. C'est pas quelque chose qui me comblerait. Après, si on prend l'aspect vanille, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais c'est bien d'agrémenter les jeux sexuels avec autre chose, avec par exemple d'autres couples, ou avec le BDSM. Et juste du libertinage, ça perdrait un peu de sens dans un contexte de couple. Donc voilà, donc d'avoir ces trois aspects, je pense que c'est un bon équilibre. Un équilibre qui me convient et qui convient à Damien. Qui vous convient à tous les deux, c'est voilà. Ça, c'est l'équilibre de votre couple. Oui. C'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup, Lana. Et je rappelle que tu as sorti un livre qui s'appelle Lana et les hommes, aux éditions Sidney Laurent, sous le pseudonyme de Ange Chaussas, qui raconte un peu toute la première partie de ta vie sexuelle. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes de première et dernière fois sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci aux merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.